Devant le grand jury, l'ambassadeur de la Palestine à Dakar, Safwat Ibrahit, est l'invité d'Antoine Diouf ce dimanche. Au menu, le processus de paix dans le conflit israélo-palestinien, le rôle de la communauté internationale pour la résolution de cette crise, la visite du président américain en Israël et en Palestine, le terrorisme, entre autres sujets. Le grand jury, Safwat Ibrahit, Antoine Diouf, dimanche, 11h-12h, sur Radio Futur Média. Excellence, bonjour. Bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le grand jury reçoit ce dimanche son Excellence Safwat Ibrahit, ambassadeur de l'État de Palestine à Dakar depuis octobre 2015. Mais permettez-moi d'abord de souhaiter un très bon ramadan à toute la communauté musulmane du Sénégal et du monde, qu'Allah le Tout-Puissant accepte votre jeûne. Pour parler de vous, Excellence, votre parcours professionnel, je dirais que vous avez été premier conseiller chargé d'affaires de la mission de Palestine en France de juin 2010 à septembre 2015. Conseiller de la mission de Palestine en France 2007-2010, directeur de recherche et expert à la Palestine International Institute de 2002 à 2006. Conseiller juridique de la mission permanente de la Palestine à l'UNESCO à Paris, octobre 2002, septembre 2009. Délégué général au département des réfugiés et des personnes déplacées en Europe de 1999 à 2001. Pour ce qui est de votre parcours académique, vous êtes titulaire d'un doctorat en droit public, diplôme obtenu à l'université Montpellier 1. Vous avez obtenu également un DA en droit international public, toujours à l'université de Montpellier 1. Titulaire d'un diplôme d'équivalence en droit privé à l'université de Toulouse, licence en droit à l'université de la Jordanie à Amman. Excellence, vous avez obtenu votre baccalauréat à l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, vous êtes âgé de 44 ans, puisque vous êtes né le 5 avril 1973 à Beyrouth, au Liban, marié et père de 3 enfants. Vous êtes nombreux à nous suivre sur Twitter avec le hashtag Grand Jury sur Facebook à travers nos applications GFM et vous, disponibles sur Android et sur Apple Store. Digital Manager, Maguette Koulibaly, au micro Antoine Diouf. Excellence, au cours de cette émission, il sera beaucoup question du conflit israélo-palestinien, des différentes résolutions de l'ONU, des initiatives prises dans le cadre de la résolution de cette crise vieille de près de 70 ans, et puis de la visite du président américain Donald Trump en Palestine et en Israël. Commençons par cette affaire qui vous tient à cœur et qui tient à cœur tout le peuple palestinien. C'est l'affaire des nombreux Palestiniens qui croupissent dans les geôles israéliennes et qui observent en ce moment une grève de la faim. 41e jour. Comment faire pour décanter cette situation pénible et terrible à la fois? Merci beaucoup et comme vous, permettez-moi de vous souhaiter à tous et à toutes un bon ramadan et que Dieu exauce nos prières et notre jeûne. Et en ce premier jour du ramadan où le monde islamique célèbre l'entrée de ce mois béni, nous avons appris une très bonne nouvelle ce matin. C'est la suspension de la grève générale illimitée, générale de la faim illimitée, lancée par nos braves prisonniers dans les geôles israéliens depuis le 17 avril dernier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le 41e jour que les prisonniers palestiniens ne sont pas nourris que de l'eau et du sel. La suspension de cette grève va être officiellement annoncée par le biais de leader de ce mouvement des prisonniers, le député prisonnier Marwan Barghouti. Et il va expliquer tous les détails de ces 20 heures des négociations dans sa cellule en face des autorités israéliennes, 20 heures des pourparlers sans cesse
pour que cet accord soit enfin achevé. C'est l'une des plus longues grèves de la faim, mais aussi qui implique le plus grand nombre de prisonniers. C'est exact. C'est 1600 prisonniers qui se sont joints à cet appel. Nous avons mené beaucoup de grèves tout au long de l'histoire de ce mouvement national palestinien, Oui. car il faut prendre la question des prisonniers dans son contexte général, c'est-à-dire c'est le peuple palestinien entièrement Oui. qui s'inscrit dans un état de prisonnier, d'emprisonnement. Et depuis 1948, c'est-à-dire depuis le début de la tragédie Oui. que vit le peuple palestinien 70 ans après l'emprisonnement, l'état de refuge, le martyre que vit le peuple palestinien n'a pas beaucoup évolué. Et là-dessus, nous sommes quand même en train de féliciter nos braves prisonniers d'achever en face de cette arrogance menée par les politiques israéliennes, mais nous avons quand même réussi à achever des progrès Oui. dans certaines revendications qui Oui. s'ajoutent Oui. aux victoires marquées sur la diplomatie palestinienne depuis ces dernières années. Justement, cette affaire de grève de la faim de prisonniers est l'une des preuves que l'on est encore loin de la paix définitive entre Israël et la Palestine. Mais comment aboutir à cette paix qu'on appelle de tous les vœux? Bon, si la volonté existe, la paix existera. La volonté politique doit être disponible à deux, c'est-à-dire entre l'occupant et les occupés, parce que nous sommes dans un état d'occupation, il faut le rappeler. Malheureusement, face à cette occupation qui agit en toute impunité depuis 70 ans, comme je viens de dire, aucune sanction n'a été prise contre ce système. C'est un système qui se prospère, qui est né en plein confort et qui bénéficie d'une surprotection par essentiellement les États-Unis d'Amérique et certains nombres de grandes puissances mondiales. La communauté internationale de façon globale. Nous reviendrons sur le rôle de la communauté internationale dans la résolution ou la recherche de solutions de cette crise israélo-palestinienne. Question d'un internaute, il s'appelle Ahmed Fall. La durée de ce conflit laisse apparaître qu'il fait partie des plus douloureux au monde. Monsieur l'ambassadeur, ne pensez-vous pas qu'il faut changer de stratégie parce qu'au sein de l'État palestinien même, on ne parle pas le même langage? Question d'un internaute. Réponse. Je ne suis pas d'accord qu'il faut changer de stratégie parce que toutes les parties et toutes les tendances politiques palestiniennes ont un minimum à partager sur le discours et les revendications. Donc nous pouvons affirmer que l'objectif de toutes ces parties, c'est la fin de l'occupation israélienne et l'établissement d'un État palestinien libre et souverain sur les frontières du 4 juin 67. C'est déjà un objectif qui regroupe et qui fédère tous les Palestiniens. Donc on n'a rien à changer, on ne peut pas nous demander de faire plus de concessions de ce qui était fait à Alger quand le Conseil national palestinien prononce son accord sur l'option à deux États, c'est-à-dire l'établissement d'un État palestinien à côté d'un État israélien qui vivent côte à côte en paix et en sécurité. Malheureusement, la question doit être posée à l'opposé, c'est-à-dire à Israël. Est-ce que le monde a une autre formule à imposer sur l'occupation israélienne pour que Israël sache et sente la nécessité d'aller vers l'avant, d'aller à la paix réelle, à la paix des braves qualifiés par le feu président Yasser Arafat. Israël, tant qu'elle agit sans aucune restriction,
en face d'un maillon faible, en face d'un occupé qui tente par tous les moyens légitimes de s'émanciper. Mais tant que ce système d'occupation est subventionné par des milliards et armé du pied aux dents, aux dents, par qui? Par les Américains, Oui. par un certain nombre de l'Occident, qui, depuis la création d'Israël, n'ont pas cessé de donner tout leur arsenal, une bonne partie de subventions et les moyens économiques et sécuritaires que les Palestiniens aujourd'hui payent de leur chair et de leur sang. Normalement, nous sommes victimes directes de cette occupation, mais aussi victimes directes de cette complicité avec cet État. Excellence Safwat Ibragit, il y a des milliers et des milliers de morts dans le conflit israélo-palestinien. Quand vous regardez toutes ces personnes dont le sang est versé, vous dites quoi? Je dis évidemment ce qui était dit par le leader Yasser Arafat. Il est temps que tout ça cesse, que le trop de coulée de sang s'arrête, parce que il faut pas rappeler, mais c'est important parce que ça fait partie de notre tragédie. L'État d'Israël a été créé en raison d'une offensive militaire et de 33 massacres qui ont visé 2/3 du peuple palestinien, qui ont coûté la vie de 15 000 Palestiniens civils, désarmés, et en même temps qui ont vidé les 531 villes et villages palestiniens, détruits entièrement ou partiellement en 1948-49. Et depuis, les réfugiés palestiniens, qui sont les témoins directs de cette catastrophe, résident encore dans le camp de misère au Liban, en Syrie, en Palestine, en Jordanie, en Égypte et ailleurs. Ils attendent toujours l'application de leurs droits, ils attendent toujours l'installation concrète d'une paix réelle et juste et durable. Donc nous sommes le premier bénéficiaire de cette paix, nous sommes le grand perdant de la persistance de cette oppression menée depuis 70 ans par Israël. Bien sûr, il faut que ça cesse. Il est temps que l'occupation parte, tout simplement. Très bien. Je rappelle que vous suivez le grand jury. L'invité du jour s'appelle Excellence Safwat Ibragit. C'est l'ambassadeur de la Palestine à Dakar. La visite de Donald Trump fait partie des fortes actualités ces derniers temps, ces derniers jours concernant le Proche-Orient. Le président américain a été donc ces tout derniers jours en Israël et en Palestine. Il a parlé de paix avec les dirigeants de ces deux pays. Au-delà de ce discours, quel sens donnez-vous à cette visite du numéro 1 américain dans cette partie du monde? Moi, je dois dire la vérité au public et je partage l'amertume du peuple palestinien qui attendait cette visite, qui croyait que cette visite pouvait être un changement dans le ton de Donald Trump, surtout les propos électoralistes lancés d'une manière très disproportionnée et déséquilibrée avant qu'il soit nommé, qu'il soit élu en tête de la Maison-Blanche. C'est une visite importante, attendue par les Palestiniens. On espérait que le président Trump s'ingère d'une manière directe, fasse une pression, la pression qu'il faut pour que Israël cède à sa mentalité d'occupant et d'arrogant, pour que les prisonniers soient libérés, non seulement leurs revendications soient en bonne partie accomplies, mais vraiment libérer tous ces prisonniers, parce que 6500 prisonniers à l'intérieur des geôles israéliennes, ce sont tous des prisonniers politiques, qui ne sont pas des prisonniers de crimes publics. Vous espérez qu'ils vont être libérés très bientôt, ces prisonniers? En tout cas, c'est la bataille que mène le peuple palestinien pour la libération de sa terre et de son peuple. C'est-à-dire la libération de nos prisonniers
fait partie directement de la bataille de l'autodétermination que nous voulons exercer sur notre terre, librement, souverainement, dignement de notre nom, et normalement, pour qu'on soit et qu'on redevienne un peuple, une nation libre comme tous les autres peuples de la planète. Mais permettez-moi de dire juste quelques mots sur la visite de Trump, parce que c'est important. Oui, on va beaucoup commenter ça d'ailleurs. C'est très important de dire que les Palestiniens ont vécu ça comme une déception. La visite de Trump, c'est une déception pour vous? La visite de Trump marque une déception politique et populaire chez les Palestiniens, tout simplement parce que Trump n'a rien ramené, n'a rien apporté dans sa valise pour relancer le processus politique et pour exercer la pression nécessaire sur Israël afin que vraiment les pourparlers soient aboutissants. Et en même temps, il a parlé d'une paix sans être engagé à la formula de cette solution à deux États qui était longuement adopté par l'administration américaine, par tous ses prédécesseurs. Aujourd'hui, il a dit, il engage à rien et en rien. Aucune solution n'est magique ou n'est sacrée pour Donald Trump. C'est-à-dire, il faut que les deux parties arrivent à conclure leur accord de leur propre gré. Est-ce que ce que vous dites n'est pas quelque part contraire à sa déclaration quand il était à Bethléem en Cisjordanie? Et là-bas, il s'est engagé à tout faire pour aider les Israéliens et les Palestiniens à conclure un accord de paix. Il n'a pas manqué d'appeler à faire des compromis. Mission possible pour lui. Autrement dit, peut-il réussir là où ses prédécesseurs n'ont pas réussi, pour ne pas dire là où ils ont échoué? Je crois que c'est ce qu'il a dit, affirme notre déception, c'est-à-dire il a dit qu'il va aider, mais il n'a pas dit comment il va aider, il n'a pas dit comment il va, il connaît très bien les paramètres connus et reconnus internationalement pour une solution possible de ce conflit, mais il n'a pas traité le fond de ce sujet. Mais est-ce que diplomatiquement, il pouvait dire sur place ce qu'il faut faire exactement pour aider à aboutir à cette paix tant attendue? Je crois que c'est le seul qui peut dire ce qu'il y a à faire, parce que c'est le grand parrain de ce processus signé à Washington le 13 septembre 1993. C'est le grand parrain de cette occupation. On ne doit pas se rappeler des aides annuelles attribuées à Israël par les Américains, autour de 7 milliards de dollars américains, sans compter les aides en nature, matérielles, en termes de sécurité. Donc tout ça est capable de lui permettre d'exercer la pression nécessaire sur Israël, parce que le problème ne vient pas des Palestiniens. Les Palestiniens, la Palestine n'est pas un problème. Le problème, c'est l'occupation, c'est le maintien de cette occupation et tous ceux qui le subventionnent encore. Une des déclarations fortes du président Trump, c'est la suivante: la paix est un choix que nous devons faire chaque jour et les États-Unis sont là pour aider à rendre ce rêve possible. Est-ce qu'il faut parler de rêve quand on parle de paix entre Israël et Palestiniens, Excellence? Malheureusement, quand il s'agit des Palestiniens... Le président Trump utilise le mot rêve. Oui, quand il s'agit des Palestiniens et du peuple palestinien, de leurs droits, le concret devient illusionnaire. Et on parle dans un sens de rêve et d'imaginaire, plus que de concret. Il fallait poser la question suivante. Tant que Israël existe en tant qu'État, l'État de Palestine, qui fait le deuxième volet du même fondement juridique, qui était le fondement direct de la création d'Israël, c'est-à-dire la résolution 181 de l'Assemblée générale des Nations unies, qui était adoptée pour partager la Palestine en deux États, sur les frontières de 1947, n'est pas la même frontière que nous réclamons aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup moins en deçà de ce qui était, de ce qu'on parle en termes de surface. Malheureusement, l'État d'Israël est créé et ce n'est plus un rêve, et l'État de Palestine reste un rêve.
non appliquée. Donc, ou bien nous sommes en train de rendre ce rêve impossible en parlant de rêve et en restant dans le rêve et en ne voulant pas aller au-delà de rêve vers le concret et vers la réalité. Et c'est ce que nous traduisons de ce mot. Parce qu'on veut bien que le rêve palestinien soit concrétisé. La solution est simple. La procédure est claire, identifiée. Est-ce que la solution est aussi simple que cela? Parce que depuis 70 ans, on est là à tourner sans aboutir à quelque chose de concret. Pourquoi nous sommes là depuis 70 ans? Pourquoi on tourne en rond depuis 70 ans? Tout simplement parce qu'il y a un complot international qui a voulu effacer la Palestine de la carte géopolitique, qui a voulu que les Palestiniens, les grands, les vieux, mourront et les jeunes oublieront que les Palestiniens le peuple palestinien devient juste une affaire humanitaire, que des réfugiés, et on ne parle plus de leurs droits politiques. Comme c'était promis par les mandats britanniques depuis 1920, c'est-à-dire accompagner le peuple autochtone de la Palestine vers l'indépendance. Depuis, on n'a rien fait, ni les Britanniques, qui célèbrent cette année 100 ans depuis la déclaration Balfour, une déclaration maudite pour nous, qui a confié une partie de la Palestine à une promesse qui était faite au détriment du peuple autochtone de la Palestine. Et que la Grande-Bretagne, la puissance mandataire, l'a intégré dans son mandat. Il est devenu quelque chose de procédural en transfert de terrain vers les colons immigrants juifs de l'Europe de l'Est. Même bien avant l'Holocauste. Ça a bien démarré depuis au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et jusqu'à là, les grandes puissances ne font pas une sorte de révision, ils ne sont pas remis en question. La culpabilité ne se pose même pas à l'égard des peuples palestiniens. Et pourtant, ils étaient la cause principale de cette catastrophe. Parce que vous avez délaissé les Palestiniens sans accomplir leurs rêves et sans accomplir le mandat à leur égard. Et depuis, nous sommes aujourd'hui en attente. Le secrétaire général, dernièrement, il a dit que le nœud de tous les problèmes, la question palestinienne reste la question mère de toutes les questions, et le problème reste et demeure lié à l'occupation, au maintien de l'occupation israélienne. Tout ce qui est en cercle infernal, interminable de violence dans cette région vient essentiellement de cette occupation et de ceux qui le soutiennent. Donc pourquoi poser la question aux Palestiniens? Justement, une question de Gilbert Twist. Monsieur l'ambassadeur, quel commentaire faites-vous de la déclaration de Donald Trump qui disait dans les colonnes de la dépêche.fr que la paix entre Israël et Palestine ne sera pas du tout facile? Ben, si lui, il le dit, ça veut dire qu'il n'a pas la volonté tout simplement de se mêler. Dans cette région, il a fait un voyage, M. Trump, il a fait un voyage spectacle, que je qualifie de spectacle, qui l'a rendu utile et bénéfique, tout simplement, parce qu'il a voulu montrer que les Américains sont présents, ils passent de Riyad, de la terre de la Oumma islamique, où abritent les lieux saints de la Mecque et de la Médine, vers Tel Aviv et la Palestine, la terre sainte palestinienne, et pour aller à travers les liens établis entre le monde musulman et les juifs et les chrétiens de Vatican, c'est-à-dire il voulait marquer son passage à l'image et faire le show américain et pas aller vraiment dans le concret. C'est pas sincère, cette visite de Trump, je trouve en conclusion. On va juger sur les prochains actes, mais pour le moment, c'est son premier voyage. Ça a été certes bénéfique pour lui. Il a créé 1 million d'opportunités de travail sur le marché américain grâce aux aides des pays arabo-musulmans.
Il a eu dans ses poches maintenant des contrats autour de 600 milliards de dollars américains entre contrats d'armement et autres. Bon, tout ça, c'est bénéfique pour Trump. Mais qu'est-ce qui est... bénéfique pour lui, mais pas bénéfique pour la Palestine. Voilà, en retour, nous ne pouvons pas accrocher beaucoup d'espoir sur cette visite. Oui. On attendra et on jugera sur ses prochains actes. Très bien. Le président Mohamed Abbas a déclaré qu'il est prêt à travailler pour qu'il y ait la paix. Et le premier ministre israélien a dit la même chose. Si les deux principaux dirigeants émettent sur la même longueur d'onde, qu'est-ce qui reste à faire maintenant? Donc, il faut juger sur la crédibilité des mots. Quand Mahmoud Abbas annonce qu'il est pour la paix, il a prouvé, ça fait 23 ans qu'il est en négociation et qu'il est en train de remplir toutes les conditions et toutes les obligations découlées des accords signés. Maintenant, quand Netanyahou le dit, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même crédibilité. Tout simplement, et tout le monde le sait, même ses alliés en France, M. Sarkozy à l'époque, si vous rappelez avec Obama, par une erreur de manipulation de micro, il a été dit et enregistré que Netanyahou, c'est un menteur. Ça a été dit par Sarkozy en présence d'Obama. Donc, si les alliés d'Israël disent que Netanyahou est un menteur, qu'est-ce que tu veux que je dise, moi, en tant qu'ambassadeur, Ça veut dire que ces déclarations d'aujourd'hui ne l'engagent pas demain ou ne l'engageront pas demain? Non, Netanyahou, pour alléger un peu, pour faire réussir la visite de Trump, il a cédé à quelques gestes économiques envers les Palestiniens, quelques autorisations de déplacement des entrepreneurs, des ouvriers, pour que le marché palestinien ne tombe pas à l'eau, ne s'effondre pas. Il a restitué des droits fiscaux, des recettes fiscales appartenant à l'autorité palestinienne. Donc il n'a pas fait un faveur. Il a juste relâché quelques pistes où il a voulu exercer, comme il fait très bien, le chantage habituel afin de faire plier les Palestiniens de leurs demandes, de leurs revendications. Mais il n'a pas fait ce qu'il faut. Par conviction. Non, je ne crois pas qu'il est un homme convaincu de la paix ou un homme qui opte pour une paix de braves, comme le prédécesseur Premier ministre, Yitzhak Rabin. Lui, il a payé cher de son sang quand il était objet d'un assassinat direct par des groupuscules terroristes israéliens, assassiné à Tel Aviv même, le 4 novembre 1995, parce qu'il était plus ou moins sincère d'aller plus loin et sérieusement. Pour la paix. Mais depuis Yitzhak Rabin, au lendemain de son assassinat, on n'a pas de partenaire crédible et sérieux en Israël. Ça, il faut le dire. Il faut pas vraiment tourner au rond. C'est vraiment l'obstacle majeur devant Mahmoud Abbas, c'est qu'il n'a pas de partenaire à qui il peut vraiment commencer réellement les sérieux pour parler. Oui, le président Abbas a dit ceci. Je vous réitère une nouvelle fois notre position, qui est celle de deux États le long des frontières de 1967, un État palestinien ayant pour capitale Jérusalem-Est, vivant aux côtés de l'État d'Israël dans la sécurité et la paix. Il poursuit, notre problème fondamental n'est pas contre le judaïsme comme religion, mais contre l'occupation, la colonisation et le refus des Israéliens de reconnaître l'État palestinien comme nous l'avons fait pour eux. Voilà le cœur du conflit israélo-palestinien en résumé, Excellence. Très bien. Beaucoup de démarches ont été faites, mais le problème demeure. Par quelle alchimie peut-on obtenir la solution miracle? Il n'y a pas de solution miracle. Ça me rappelle d'un film palestinien qui s'appelle Intervention divine. Aujourd'hui, les Palestiniens, quand tu leur poses la question, quand tu leur parles de la paix, ils rigolent. Ils ne prennent pas le mot au sérieux.
le mot paix c'est utopique pour eux. C'est devenu même pas utopique, c'est devenu même pénible à entendre, parce que on veut la paix, mais on veut pas qu'on se moque de nous. Parler tout le temps de la paix, de la paix, de la paix. Même Netanyahou parle de la paix. Tout le monde parle de paix. Même Netanyahou, il dit oui, je suis prêt d'aller vers la reconnaissance d'un État palestinien. Mais il n'a jamais eu le courage de dire mais pour quelle frontière, dans quel cadre. Donc pourquoi il n'a pas fait? Pourquoi l'OLP a reconnu Israël en tant que pays, en tant qu'État? Et les Israéliens, en retour, ils n'ont pas reconnu la Palestine. Pourquoi ce déséquilibre? Ils ont reconnu l'OLP en tant que représentant légitime du peuple palestinien. Mais il reste à faire. Il faut maintenant, il est temps que les Israéliens reconnaissent la Palestine. Et pourquoi Israël ne veut pas reconnaître la Palestine comme État, à votre avis? Parce que l'esprit colonial domine, parce que le groupe mafieux est en place aujourd'hui en Israël, parce qu'il y a une idéologie inspirée par des propos qui incitent à la haine et qui traitent les Palestiniens comme des sous-hommes, parce que Israël agit en tout confort. Elle veut, comme ça a été dit par plusieurs politiques, dont le maire de Tel Aviv, le ministre de la Culture israélien, le ministre de l'Éducation israélienne, deux femmes, ils ont dit on peut pas reconnaître la Palestine. On ne doit pas reconnaître la Palestine. La Palestine, les Palestiniens doivent être des ouvriers dans nos usines. Ils doivent travailler pour notre prospérité. Mais ils ne doivent pas être... un peuple libre, la Palestine ne doit pas être libre. Ne doit pas être libre, tout simplement. Et eux, ils ont adopté. Donc, ce qui différencie le mot des faits, c'est là, on voit un exemple flagrant. L'adoption récente et parmi bien d'autres lois adoptées par le Knesset israélien, dont le dernier en liste, c'est l'adoption d'une loi interdisant aux non-juifs sur cette terre de proclamer leur autodétermination. C'est une loi israélienne qui interdit à tout Palestinien de rêver, comme ça a été dit, de rêver de sa liberté et de sa dignité et de son avenir émancipé et décolonisé comme n'importe quel pays. Donc maintenant, c'est dans leur loi, dans leur pratique et dans leur politique et dans leur idéologie, ils ne veulent pas d'une Palestine libre. Ils ne veulent pas des Palestiniens souverains sur leur terre. Ils ne veulent pas des Palestiniens voisins qui vivent en bon voisinage. Les preuves sont multiples. Il y a le mur le mur israélien qui était construit sur notre terre, qui fait 710 km maintenant, qui peut aller vers 760 km, qui fait le deux fois et demi de mur de Berlin. Il y a 420 colonies éparpillées sur la terre palestinienne occupée depuis 1967. Il y a 610 000 Israéliens, colons, fascistes, avec une idéologie raciste et qui incite la haine contre les Palestiniens. Les Palestiniens qui colonisent leurs terres et qui brûlent leurs récoltes. Il y a 6500 Palestiniens prisonniers aujourd'hui, de tout âge confondu. Il y a des jeunes, il y a les plus jeunes prisonniers du monde en Palestine. Il y a des femmes prisonnières palestiniennes qui accouchent dans leurs cellules et qui deviennent mères pour la première fois, les bras menottés. Il y a des prisonniers qui meurent dans la prison sans que leur cadavre soit livré à leur famille. Parce qu'il faut que le cadavre continue le reste du jugement, la durée du jugement dans la prison. Donc, on a un cimetière des prisonniers cadavres. Et en même temps, on a 650 checkpoints, 500 checkpoints fixes et 150 mobiles. Les Palestiniens sont interdits d'emprunter les aéroports ou le port israélien. Ils sont interdits également de construire leur propre aéroport, leur propre port, dont les derniers étaient anéantis à Gaza, et le port aussi financé par 2 pays européens. Nous avons quoi d'autre? Nous avons l'eau qui coule sous nos pieds, notre eau, nos ressources en eau, polluées à 90%, dont une partie
vendu aux Palestiniens. Vendu, notre eau est vendue à nous-mêmes. Et nous l'achetons 5 fois plus cher que le colon qui squatte sur nos collines. Et on utilise 5 fois moins en quantité de ces colons. C'est incroyable. Donc, 60% de la Cisjordanie, aujourd'hui, est occupée, colonisée. Et Israël ne veut pas concéder à ces territoires. Parce que c'est le poumon économique d'Israël. C'est là où la Palestine qui fait vivre Israël. C'est la Palestine qui fait vivre Israël. C'est la Palestine, c'est ça la réalité. D'ailleurs, ça a été relaté dans les rapports des 28 consuls européens, dans les rapports des acteurs internationaux, Amnesty International. Tout ça démontre les faits et les réalités. Très bien. Je rappelle que nous recevons aujourd'hui Son Excellence Safwat Ibrahit, c'est l'ambassadeur de la Palestine à Dakar. La communauté internationale dans tout ça, parce que vous avez décrié une situation quelque part pénible pour la Palestine, l'implication de la communauté internationale dans la résolution de la crise israélo-palestinienne, comment vous l'appréciez de façon globale? Je vous ai habitué depuis tout à l'heure de dire la vérité et de ne pas mâcher les mots. Je le dis d'une façon plus retenue, mais je suis aussi ambassadeur de mon peuple. Donc, si vous voulez que je dise ce qu'ils disent les Palestiniens ne croient plus qu'il y a une communauté internationale. Ah oui. Malheureusement, on crie depuis 70 ans et personne nous entend. Comme ça a été décrit d'une manière cynique par un acteur palestinien, par un comédien palestinien, on appelle la communauté internationale, mais ça sonne toujours occupé. Ça sonne toujours occupé. Donc le Coran ne passe pas. L'image du téléphone, quoi. Et maintenant, si tu veux que je dise en mot plus juridique, c'est une communauté. Aujourd'hui, théoriquement, elle a rappelé le devoir. Théoriquement, elle a décrit la situation en fait et en nombre. Mais réellement, aucune mesure entreprise pour arrêter ce mascarade israélien, cette continuité de l'occupation, de la colonisation et de l'oppression israélienne. Le vendredi 23 décembre 2016, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution 2334. Au préalable, il y a eu Ban Ki-moon, ex-secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui avait demandé à Israël de renoncer à la colonisation de la Palestine. La communauté internationale est-elle réellement faible face à ce conflit? Bon, faible, non. Ils sont capables, mais ils ne font pas ce qu'ils peuvent faire. Il suffit de réduire la portion de la carotte. On ne demande pas aux amis d'Israël, ceux qui défendent le droit de l'homme et ceux qui chantent la liberté des peuples, on ne veut pas qu'ils s'impliquent contre Israël ou qu'ils s'ingèrent avec des sanctions directes contre Israël, comme ils le font avec d'autres pays du monde. Ils le font même sans relâche. L'Iran en particulier, la Corée du Nord et d'autres. Israël n'est pas différent que la Corée du Nord si on veut vraiment appliquer les mesures et les mêmes politiques. Mais là, il s'agit, comme je disais, d'une politique de poids, de mesure. Mais au moins que ces pays, pour protéger son allié, ou ses alliés, son allié Israël, au lieu d'utiliser le béton, qu'elles réduisent le carotte, qu'ils ne subventionnent plus avec leurs milliards ce groupe mafieux en Israël d'extrême droite qui rabâche la haine et qui incite à la meurtre et qui pratique tout contre la paix et contre les valeurs de l'homme. Maintenant, quand on entend un nouveau président qui vient d'être élu en France, M. Macron, en disant au Mediapart, il y a quelques jours avant, dans la semaine avant le deuxième tour, que reconnaître l'État de Palestine d'une manière unilatérale dans ce contexte, comme je viens de citer, là, c'est ce qu'il dit Macron, c'est faire le choix d'un camp et c'est complètement se couper de l'autre.
Après, il continue, pas d'aller nous amuser à reconnaître unilatéralement ce qui ne changera la vie de personne sur le terrain, y compris d'ailleurs des Palestiniens. Quand on entend Macron, ça vous rassure pas? Quand même un président d'un grand pays, une puissance qui a le droit de veto au Conseil de sécurité, la France qui a beaucoup de projets intrinsèquement liés à l'avenir de cette région. Dire que ça ne sert à rien de reconnaître la Palestine. Donc pourquoi continuer de reconnaître Israël? Ça vous fait peur, cette déclaration de Macron? Ça nous fait honte, tout simplement. Ça ne nous fait pas peur. Les Palestiniens n'ont pas peur. Les Palestiniens, ils sont déterminés. Ils sont dans leur juste cause, dans leur juste revendication. Oui. Ils ne connaissent pas la peur, ils connaissent l'espoir. Mais les propos de Macron vont au contraire à ce qui était promis par, par ses prédécesseurs, par le ministre des Affaires étrangères Fabius, quand il a dit si les efforts français à déployer pour ramener les deux parties pour parler et l'initiative de paix proposée par la France, tenue dans une conférence internationale tenue à Paris il y a quelques mois, que l'échec de tous ces efforts dicte à la France d'assumer ses responsabilités en reconnaissant la Palestine au moment venu. Pourquoi le moment n'est pas venu? Pourquoi encore on devrait attendre? Pourquoi on devrait attendre? Pourquoi la Palestine est toujours sur le dernier souci de l'agenda de ces grands et qui se disent grands défenseurs de droits et de liberté. Je rappelle que le nombre de colons israéliens est estimé à 610 000. La résolution 2334 est la 226e résolution du Conseil de sécurité sur le conflit israélo-palestinien. Il y a aussi de nombreuses autres résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies. On connaît la suite. Finalement, on se demande c'est quoi le problème? Vous vous posez cette question. Nous n'avons pas besoin de rappels ou de résolutions. Nous avons assez dans nos tiroirs des tonnes de résolutions du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale ou d'autres instances. Nous avons une décision en date du 6 juillet 2000. Alors là, je me trompe de l'année, mais en tout cas, prise par la Cour de la justice internationale à l'égard de l'illégalité et l'illégitimité du mur israélien dans le territoire palestinien occupé, qui rappelle tous les faits et toutes les résolutions et toutes les références juridiques. Nous avons un système juridique international qui soutient le droit palestinien. Nous avons le 2/3 des pays de la planète qui soutient la Palestine et qui reconnaissent la Palestine. Mais nous avons en face le système de veto, le découpage de ce monde entre 5 zones où les Américains agissent en tant que le maître de cette région. Et leur alliance étroite à Israël et leur soutien aveugle à Israël rend le reste du monde incapable de faire quoi que ce soit. Donc, ou bien, pour faire bouger les choses, ou bien les pays et les citoyens, par leur devoir d'ingérence, imposent des sanctions contre les colonies israéliennes, contre les politiques coloniales israéliennes, et reconnaissent la Palestine. Et ils ne doivent pas faire comme Macron l'a dit, mais ils doivent reconnaître la Palestine pour sauver Israël et la Palestine, pour sauver cette solution à 2 États. Sinon, on sera à faire avec d'autres scénarios. Oui, est-ce qu'Israël fait peur à la communauté internationale au point que celle-là ne tape pas du poing sur la table? Israël, à mon avis, est un État vulnérable, à 49% subventionné, à 80% de leurs brevets, soi-disant un pays hautement technologique, mais on sait très bien qu'au fond de ces brevets, subventionnés par tous les laboratoires européens et canadiens et américains, sans lesquels il n'y aura ni technologie, ni avancée, ni rien du tout. C'est un pays qui est construit sur les mythes
et sur les mensonges. Quand on dit État démocratique, elle est peut-être démocratique, mais pour les citoyens de confession juive. Très pas bien. pour les Palestiniens et pas pour les non-juifs israéliens. Question de Mamadou Gass, c'est un internaute. Pourquoi Israël ne respecte pas les résolutions des Nations Unies et pourquoi certains États arabes, il dit arabes, soutiennent de facto l'État sioniste? Bon, pourquoi soutenir l'État d'Israël? Bon, je crois qu'aujourd'hui, dans cette turbulence politique qui ravage la région, notre région du Moyen-Orient et une grande partie de l'Afrique aussi, est tellement orchestrée et bien ficelée que nous acceptons de contrer notre éthique. Aujourd'hui, nous sommes en tant que pays pour se sauver dans cette tournade, devant ce cycle de violence sectaire et communautariste. Nous sommes prêts de tendre la main avec le diable, comme on dit, Oui. hein, que ce soit Israël ou un autre diable, pour régler un certain nombre de soucis fratricides, malheureusement, en guerre, parfois qui mettent face à face les frères musulmans. Oui. Est-ce que vous avez senti le soutien de la communauté musulmane ou arabe, tout court? Le soutien de la communauté arabe en tant que individuellement ou associatif. De façon globale. De façon globale, bien sûr, ça a été toujours exprimé par tous les moyens. Nous avons reçu combien des caravanes et des bateaux en direction de la Palestine, en solidarité, pour briser le mur, pour briser l'embargo, pour sanctionner les colonies. La campagne la plus apparente comme exemple, c'est la campagne BDS, c'est-à-dire boycott des investissements et sanctions, campagne civile à la base démarrée en Palestine en 2005, qui est aujourd'hui une campagne internationale et internationalement répandue et très fort soutenue. Cette campagne remet la Palestine en mesure de faire face à cette occupation et de résister encore mieux et d'une manière intelligente à ces politiques, à son colonisation. Justement, il nous reste 3 petites minutes. Nous allons parler ou reparler de cette résolution 2334 qui avait été portée par 4 membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'agit de la Nouvelle-Zélande, de la Malaisie, du Venezuela et du Sénégal. Justement, le Sénégal, cela a conduit à une brouille diplomatique entre Dakar et Tel Aviv. Comment cette affaire est perçue du côté de la Palestine? Rapidement, Excellence. Pour dire la vérité, le Sénégal a été toujours à l'auteur de vue palestinienne, à l'auteur de la cause palestinienne, et le Sénégalais portait tout le temps, et ce n'est pas nouveau, ce n'est pas ou à l'occasion de cette résolution qu'on veut se féliciter de la position honorable et honorifique de Sénégal, État, président, gouvernement et peuple, en toute harmonie. Vraiment, il représente une position sans précédent. C'est-à-dire, le Sénégal a pris la bonne position dans cette affaire. Il a pris la bonne position, il a pris la position qui correspond aux valeurs qu'elle défend depuis son indépendance. Depuis l'indépendance de Sénégal et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Sénégal n'a pas mâché ses mots concernant la défense des nobles causes. Et en tête de ces causes, la cause légitime du peuple palestinien. Très bien, on termine avec un phénomène mondial, le terrorisme qui gagne du terrain à travers le monde entier. Aucune contrée n'est aujourd'hui épargnée. L'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, à chacun son tour. Quel est le regard que vous portez sur ce phénomène qui agite le monde et qui le perturbe profondément? Bon, bien sûr, comme je dois me prononcer sur le mot terrorisme, je voulais aussi signaler que c'est un mot qui était objet de beaucoup de manipulations.
nous, Palestiniens, nous étions malheureusement et longuement étiquetés par nos ennemis et par leurs alliés, ceux qui ont le monopole de grandes agences de médias de l'Occident, étiquetés, au lieu d'être étiquetés de justement des résistants pour nos droits, on était étiquetés de terroristes. Donc, s'il s'agit aujourd'hui de faire l'amalgame entre résistants et terroristes, il faut faire la différence. Et on n'accepte pas de mêler tout à la fois. Maintenant, les terroristes n'ont pas de sens, n'ont pas de mot, n'ont pas d'origine, n'ont pas de religion. Si on veut parler de terroristes et on met toujours l'adjectif islamique, ça, quelque chose que je n'accepte pas personnellement. Si on veut parler de terroristes parce que pour qualifier que le monde musulman est potentiel danger, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut que refuser en bloc. Maintenant, terroriste, parce que c'est le mode à condamner, parce que c'est le méthode à condamner, parce qu'il y a une idéologie qui malheureusement qui veut diffuser la culture de la haine et de la mort, ça c'est quelque chose qui n'existe pas dans nos religions et qui doit être traité par la théologie et par le dialogue et par aussi tout travail socio-économique en accompagnement de ce qui était déclaré en guerre contre le terrorisme. Très bien. Excellence Safouat Ibrahit, nous sommes au terme de cet entretien. C'est fini pour le grand jury aujourd'hui. Je rappelle que notre invité est son Excellence Safouat Ibrahit, ambassadeur de l'État de Palestine à Dakar. Depuis octobre 2015, au micro Antoine Diouf, à la technique Marie-Justine Diogo, digital manager Maguette Koulibaly. Bon dimanche à toutes et à tous. Da